Chers participants, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous à notre webinaire sur la transformation digitale et la valorisation des données. Donc, ce matin, nous serons avec deux grands experts qui vont nous instruire sur la question. Donc, je suis Joël Zonko, gérant du cabinet Métriques et Décisions. Donc, je serai accompagné avec Serge Eba, qui est consultant en stratégie digitale. Serge, bonjour. Bonjour, Monsieur Zongo, bonjour à tout le monde. OK. Donc, avec Serge, nous aurons aussi Franck Ezaïtia, qui est manager Data Analytics. Franck, bonjour. Franck, on ne t'entend pas. Il doit avoir un souci avec son micro. Franck, bonjour. Tu nous entends? OK. Il va sûrement revenir. Donc, sans plus tarder, nous allons dérouler en fait le contenu de notre webinaire. Donc, en termes d'agenda, notre webinaire va prendre une durée de 60 minutes qui est répartie comme suit. Dans un premier temps, il va s'agir euh, d'introduire bien sûr le sujet. Ensuite, après cette introduction, nous allons permettre à Monsieur Serge Eba de nous entretenir sur les enjeux de la transformation digitale pour les entreprises. Ensuite, Monsieur Tia viendra nous parler de la valorisation des données comme un nouveau levier de la croissance des entreprises, pour les entreprises. Et ensuite, on aura la phase questions-réponses. Donc, pour des questions pratiques, il n'y a que les présentateurs qui sont autorisés à activer leur micro et aussi activer leur caméra. Et durant les présentations, vous pourrez laisser vos questions dans le chat. Donc, les questions pourront être récupérées et nous allons les soumettre aux différents présentateurs. Et à la fin, on verra aussi si c'est possible de prendre des questions de façon verbale. Donc, donc avant d'y aller, c'est important pour nous de dire qui nous sommes. Donc, le cabinet Métriques et Décisions existe maintenant, ça va faire maintenant 2 ans que le cabinet Métriques et Décisions existe. Donc, c'est un cabinet qui offre des services sur 5 grands sujets que sont la recherche, l'analytique, le digital, le conseil et la formation. Donc, au niveau de la formation, depuis un moment, nous sommes agréés par le FDFP. Donc, on offre des formations qui sont essentiellement orientées sur les sujets portant sur la data. Et au niveau du conseil, on aide vraiment les entreprises à mettre en place des leviers de croissance et de progression stratégique. Donc, qu'il s'agisse de les aider à la structuration de leurs projets, à la mise en place de leurs plans stratégiques, à la définition de stratégies d'entrée, de pénétration de marché. Aussi, au niveau du digital, on aide les entreprises à développer, à mettre en place des solutions de business intelligence, des solutions sur mesure, orientées data qui facilitent la prise de décision. Et au niveau de l'analytique, on met vraiment la donnée au cœur de la prise de décision, que ce soit l'aide à la réalisation des études de marché, des enquêtes de satisfaction, de la business data science. Et puis enfin, on a la recherche dans laquelle nous aidons vraiment tous ceux qui sont intéressés par pousser la réflexion sur des problématiques sociales euh, au niveau local ou au niveau régional afin d'identifier des propositions qui seront vraiment des solutions appropriées. Donc, ce webinaire s'inscrit vraiment dans
un cadre que je veux me permettre de définir. Donc, nous sommes actuellement à l'ère du digital et avec le digital, les entreprises mobilisent beaucoup de ressources. Elles investissent dans des infrastructures qui leur permettent d'optimiser les processus métiers. Cette optimisation-là, elle est telle que elle génère de la data et ces data sont souvent stockées et il arrive que certaines entreprises n'arrivent pas vraiment à pouvoir tirer profit de ces données. Donc, comment est-ce que une entreprise peut vraiment tirer le meilleur profit de ces données? Donc, il y a un certain nombre de prérequis qui sont, qui sont présentés ici. Donc, dans un premier temps, pour y arriver, pour pouvoir euh, utiliser de façon optimale ces données, il est important qu'au sein de cette entreprise-là, il y ait euh, une culture de la data. Donc, la culture de la data va permettre en fait à tous les métiers, à tous les services, au personnel, aux différentes équipes de collaborer en fait pour que la data soit au centre de la prise de décision dans l'entreprise. Et après ce premier prérequis, on a un second prérequis qui porte sur la transformation digitale. Donc, je le disais au départ, nous sommes à l'ère du digital, donc il n'y a aucune raison de vouloir rester derrière. Donc, tout le monde essaie de, de, de s'inscrire dans cette logique-là. Donc, les entreprises doivent vraiment se doter de technologies qui vont leur permettre d'optimiser leur processus métier et aussi de collecter de la data parce que c'est vrai qu'on parle d'optimisation, mais il faudrait que derrière cette optimisation du processus métier, on puisse collecter de la data sur l'activité qui est réalisée. Mais à la fin aussi, il faut que cette data soit stockée. Donc, la transformation digitale aide les entreprises dans ce sens. Et enfin, le dernier prérequis que j'ai identifié, c'est la valorisation des données. Donc, pour pouvoir vraiment être compétitives sur le marché, les entreprises doivent être capables de gérer parce que les données qui sont stockées vont demander un certain nombre d'organisations pour pouvoir les gérer. Ça va demander certaines infrastructures. Donc, il faut que les entreprises puissent gérer et analyser les données dont elles disposent afin de les transformer en des insights qui vont les aider à prendre des décisions. Donc, vu ces éléments de pré qui sont présentés, je vais permettre aux différents présentateurs de développer en long et en large chaque contenu. Donc, on va commencer avec M. Serge Eba qui va nous entretenir sur les enjeux de la transformation digitale pour les entreprises. Serge, si tu es là, vas-y. Oui, je suis là. Euh, je vais activer ma caméra pour que tout le monde aussi puisse me voir. D'accord. J'espère que vous m'entendez très bien, hein. À mon niveau, c'est bon, je crois que D'accord. Alors là, c'est bon? oui, c'est bon. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Zongo, de m'avoir donné la parole. Euh, Ça fait toujours plaisir de parler de transformation digitale vu que c'est un sujet qui est encore à l'ère de notre temps Si, et si. qui suscite beaucoup d'écrits et d'éloges et d'actions aussi dans nos différentes entreprises. Pour ceux encore qui sont sur les bancs, c'est un sujet de prédilection. Tout le monde veut savoir concrètement ce que c'est. Pour ceux qui sont encore dans des entreprises, qui ont déjà connu des brins de transformation digitale, ils veulent savoir certainement vers où aller encore au-delà de ce qu'on appelle transformation digitale aujourd'hui. Euh, on va essayer de passer en revue une approche assez systématique qui nous permet d'embrasser la transformation digitale. Donc, avant de démarrer, si on passe sur la prochaine slide, je vais commencer par ces mots de Monsieur Fitzgerald Boni.
que j'apprécie d'ailleurs, qui est un évangéliste de la transformation digitale. Ce qu'il dit, c'est que quand on parle de digital, ça dit de transformation digitale aussi, il faut dire que tant que les gens n'ont pas une application qui touche leur activité au quotidien, ça reste essentiellement virtuel. Voilà. Donc, quand on parle de digital, il faut savoir qu'on parle en même temps d'outils technologiques qui permet d'adresser des problématiques de société, donc des uns et des autres. Donc, ça va tout droit vers la définition de la transformation digitale. C'est toute activité d'une entreprise qui va permettre, concourir euh, à améliorer ses revenus, à atteindre ses objectifs, tout en utilisant la technologie, en intégrant la technologie dans toutes ses activités. Donc, que ce soit les activités internes du processus ou les activités en relation avec les clients. Et c'est un point très essentiel qu'il faut savoir quand on parle de transformation digitale. On parle d'un mouvement, d'un changement drastique. Par moment, on parle de rupture parce que on change carrément d'activité de ce qu'on est en train de faire et on aboutit à quelque chose de beaucoup plus moderne qui implique des technologies nouvelles. Donc, si on passe sur la prochaine slide. Alors, le digital, quand on dit il doit pouvoir adresser des problématiques de tous les jours. Comment c'est visible aujourd'hui par un citoyen lambda? Le citoyen lambda peut constater un vrai progrès du digital dans la société quand il arrive à échanger et à partager au travers d'outils technologiques. Aujourd'hui, on a des applications mobiles qui nous permettent de faire des messages, de poster des photos, de faire des vidéos en temps réel, d'échanger avec des personnes sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est des outils aujourd'hui, quand on arrive à l'utiliser, ça veut dire qu'on a quand même passé un pas sur la transformation digitale. Vous avez, le digital aussi est présent sur les moyens de paiement. Vous avez des services de mobile money, par exemple, qui vous permettent de transférer de l'argent ou de faire des achats au moyen d'une application mobile. Très innovant aujourd'hui et assez moderne dans nos activités de tous les jours. Le digital va vous permettre aussi de consommer plus facilement. Là où il fallait attraper des caddies, tourner dans des rayons de supermarchés, aujourd'hui, les rayons sont virtualisés. Vous avez des sites de e-commerce qui vous permettent de faire du shopping, de comparer les prix, d'avoir des éléments d'information qui vous permettent de juger de l'action d'achat ou pas. Vous avez des parcours qui sont beaucoup plus fluides, qui vous accompagnent dans la livraison des services. Le digital va vous permettre également de vous divertir. Vous avez les TV sur le mobile, vous avez des vidéos aussi en streaming qui vous permettent de vous divertir. Il y a vraiment pas mal de choses qui accompagnent. Le digital permet également de travailler. Donc, pour les employés, vous allez avoir des espaces collaboratifs en ligne avec des outils un peu comme ce qu'on utilise aujourd'hui qui fait qu'on n'a pas besoin forcément d'être ensemble dans une même salle pour pouvoir converser, pour pouvoir échanger. Donc, vous avez tous ces outils-là qui sont un peu présents partout dans la vie de tous les jours et qui nous accompagnent, qui nous permettent d'avoir une vie facile et de pouvoir accéder aux services beaucoup plus facilement. Alors, si on passe sur la prochaine slide, on va voir que tous ces services-là sont possibles grâce à l'émergence de nouvelles technologies. On parle aujourd'hui de réalité virtuelle, de cloud. Le cloud, c'est un dispositif qui vous permet de mettre en place des services digitaux beaucoup plus rapidement. La cybersécurité, on parle d'informations qui circulent, d'espaces personnalisés et il faut s'assurer que ce soit la personne qui a droit à cet espace-là qui s'y connecte. Vous n'aimerez pas voir, par exemple, quelqu'un d'autre que vous, sans autorisation, avoir accès à votre portefeuille électronique, à votre mobile money. Donc, pareil aussi sur les réseaux sociaux. Donc, la cybersécurité est très importante.
Vous avez également les applications mobiles qui permettent de toucher du doigt directement les services en ligne à partir de notre téléphone portable. Vous avez du streaming, l'intelligence artificielle qui fait éruption de nos jours, euh, le social web, aujourd'hui les réseaux sociaux, et toute la partie analytics qui vous permet aujourd'hui de remonter de la donnée, de pouvoir les analyser pour apporter des éléments décisionnels. Donc, toutes ces technologies sont très importantes et soutiennent aujourd'hui ce qu'on appelle le digital. Donc, sur la prochaine slide. Alors, là, ce que je vous ai présenté, c'est aujourd'hui les services qui nous inondent aujourd'hui et qui sont dans nos quotidiens, qui nous permettent de toucher du doigt le digital. On a vu sur quelle technologie ça s'appuie. Comment une entreprise peut capitaliser sur ces éléments de technologie, cette appropriation naturelle que les usagers ont du digital, parce que les usagers savent utiliser Facebook, savent utiliser les réseaux sociaux, le mobile money, des outils digitaux, et comment on capitalise sur cet existant-là, sur ces actifs pour pouvoir se transformer en tant qu'entreprise. Vous voyez dans cette image-là, ça rappelle une belle époque où pour acheter, payer ses factures d'électricité ou d'eau, euh, on était obligé de faire un rang, souvent qui sortait de l'agence. Euh, voilà, il fallait avoir vraiment du temps, patienter et avoir aussi la monnaie pour pouvoir réaliser ce type de transaction-là. Et aujourd'hui, au niveau de la CIE, on se rend compte qu'il y a une transformation drastique. On n'a plus besoin forcément d'aller dans une agence, de se déplacer, mais directement à partir d'un téléphone portable ou d'un ordinateur, on a la possibilité de pouvoir réaliser ces différentes actions de manière instantanée. Donc, tout le gain du temps pour les clients. Donc, cette transformation-là nécessite quand même un travail préliminaire. Et c'est cette approche systématique-là que je souhaite vous partager aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre comment on fait pour transformer une entreprise par le digital. Donc, prochaine étape. Première chose, il faut repenser la philosophie et l'identité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut déjà sortir de la philosophie actuelle. Si avant, on pensait qu'on était une entreprise qui fabriquait des cassettes, par exemple pour la musique, on peut se dire non, ce qu'il faut, c'est qu'on soit plutôt une entreprise qui fournit les moyens de supporter les contenus numériques pour mettre à disposition des vidéos, du son et autres. Voilà. Donc, ça demande de repenser notre positionnement. Dans les captures qui sont là, vous voyez une entreprise qui change quand même ses principes de leadership et, et qui pense que la culture est au-dessus de la stratégie. Quand bien même on s'est dit, ben, on a envie d'avoir telle croissance, on a envie d'aller vers tel client, on a tel produit assez intéressant, il faut penser culture d'abord quand on veut embrasser une transformation. Parce que la transformation peut aller dans tous les sens et quand on a une culture solide, la culture reste durant la transformation. Il faut avoir une conviction également de ce qu'on veut euh, apporter à la société. Donc là, c'est dans la deuxième capture, sur votre droite, vous avez le PDG du groupe Eranov, donc avec une capture derrière qui dit améliorer la qualité de vie de la population. C'est une conviction qui dit, attention, avec l'électricité, on veut apporter une meilleure qualité de vie. Une meilleure qualité de vie, ce n'est pas l'électricité seulement en constant, mais c'est de faciliter l'acquisition de tous les services qui sont autour de la gestion de l'électricité. Donc, ces convictions-là peuvent aider quand même à stabiliser notre volonté vis-à-vis de la consommation digitale. J'avais quand même, je me rappelle bien quand j'avais travaillé avec le groupe Sono, par exemple, la conviction pour Sono, c'est de dire on veut que dans 2 ans, nos clients puissent
déclarer leur sinistre sans se déplacer. C'est une conviction qui a été énoncée et qui a permis d'engager la transformation interne, qui a permis in fine aux clients d'être euh, autonomes et d'avoir accès à des outils digitaux. Donc, comment, voilà, entrer, une fois qu'on a dit ça, comment concrètement on opérationnalise la mise en œuvre de cette transformation? Tout part par le client. Si on part sur la prochaine slide, on va se rendre compte que tout part par le client. Il faut repenser euh, l'expérience du client dans tout son parcours. Quand on dit client, il faut penser aux clients internes et externes parce que dans une entreprise, il n'y a pas que les clients qui interagissent avec l'entreprise, il y a également les salariés qui contribuent à la réalisation de cette action. Et une transformation doit embarquer ces deux parties-là. Prenons un parcours simple d'achat jusqu'à la livraison d'un produit et service. Dans le schéma qui est là, qui vous est présenté, vous avez le client qui a accès facilement à l'information et donc qui est content voilà, de voir les informations du produit. Il dit, waouh, le produit arrive à faire ça, à faire ci. L'information est bien communiquée. Et vous voyez par derrière, au niveau des employés, vous avez l'équipe qui est en charge de la conception des produits et services, qui est tout aussi heureuse de pouvoir communiquer les différentes fonctionnalités de ces services-là. Donc, c'est comme ça, en général, dans toutes les entreprises, le marketing est assez dynamique, c'est communiquer les avantages des produits et services. Les clients également sont imputants, ils ont envie de connaître le service, ils ont envie d'acheter. Alors, tous les problèmes commencent au moment où il faut acheter. Le client passe sa commande, il attend, le produit n'arrive pas au complet, ou ça met du temps, l'expérience d'achat devient terrible. Pour la livraison, souvent, c'est catastrophique. Les employés n'arrivent pas à bien euh, livrer les produits. Il y a un goulot d'étranglement. Les employés sont en souffrance par moment. Au niveau de l'utilisateur, l'utilisation, souvent les clients, ben, une fois qu'ils ont frappé le service, ils sont heureux, voilà, ils oublient tous les problèmes passés. Et les problèmes reviennent encore quand ils arrivent ils veulent gérer leurs produits, ils veulent faire des retours et pour que certains aspects soient pris en compte. Un peu comme quelqu'un qui achète une chaussure et qui veut dire, bon, OK, j'ai besoin de lacets en plus ou j'ai besoin qu'une petite couture soit faite sur le côté. Donc, vous avez ce retour client-là et un service après-vente qui est derrière, qui est en souffrance parce qu'il n'a pas les outils qu'il faut, le client est mécontent. Et finalement, c'est une expérience client qui est catastrophique. La bonne question à se poser, c'est de te demander quels sont les problèmes qu'on veut résoudre. Parce que quand on veut apporter des éléments, on veut apporter une expérience complémentaire par le digital, il faut savoir d'où vient le problème. Donc, posez-vous les vrais problèmes en demandant euh, quel est le problème client qui remonte. Voilà. Quels sont les plans d'action qu'on sait mettre en place? Ça peut être de la formation, ça peut être un besoin d'instantanéité. Il y a des clients, quand ils demandent, là, ils veulent ça tout de suite. Donc, il y a un besoin d'instantanéité. Il y a des clients qui veulent aussi de la personnalisation. Il y a des clients, ils veulent, si vous voulez envoyer une chaussure, ils vont dire non, mais il fallait me dire avant de faire la chaussure, j'aurais bien voulu que vous mettiez telle couleur ici. Le client souvent veut participer à la construction du produit jusqu'à sa livraison pour que ce soit très personnalisé. Donc, vous avez ces besoins-là qui sont euh, très présents chez les clients et qu'il faut identifier tout de suite. Et pour cela, à la prochaine slide, j'identifie quelques besoins génériques que les clients peuvent avoir et qu'il faut capter très rapidement euh, quand vous voulez apporter le digital. Il faut savoir où vos clients se positionnent. Vos clients souvent ont des besoins physiques, donc ils veulent avoir de la disponibilité des ressources, c'est-à-dire ils veulent savoir que vous avez du stock disponible. Voilà. Quand ils passent leur commande, ils veulent savoir que le lendemain, ils peuvent venir passer une autre commande. C'est ça la force aussi des sites de e-commerce qui vous apportent des produits et qui savent vous afficher le nombre de produits existants. Le client veut être autosuffisant. Il n'a pas besoin forcément qu'on l'accompagne. Il ne veut même pas dire bonjour à quelqu'un quand il commande. Donc, il veut être souvent autonome dans ses choix et autres. Donc, vous trouvez des exemples, par exemple, sur des sites de e-commerce. Des clients aussi veulent
des choix qui lui apportent de la longévité, de la santé, donc c'est des besoins primaires, de la disponibilité. Le client veut avoir aussi du temps, donc il veut plus d'efficacité dans vos opérations. Ils ne veulent plus aller faire le rang pour acheter les services, mais de manière instantanée, ils veulent les services. Ils veulent de l'adaptation et de l'inclusion aussi par rapport à la société. Un client peut se dire, ben, moi, j'achète ce produit parce que je veux faire partie d'une certaine communauté des gens qui utilisent ce produit-là. Je ne veux pas être avec tout le monde. Donc, dans la vente de vos produits, il faut qu'il ait accès à cette communauté, peut-être en ligne, mais qui fait qu'il se sent unique. Voilà. Vous avez des exemples avec Nike, avec même les clubs de football qui ont des applications en ligne, avec des communautés qui animent pour pouvoir avoir ce sentiment d'appartenance. Il y a les relations émotionnelles, la force de la famille, la polyvalence. Certains veulent des produits qui peuvent faire tout, donc ils veulent quand même apprécier la polyvalence des produits, la prévisibilité, la disponibilité de choix qu'on trouve couramment sur les sites e-commerce ou les réseaux sociaux, la réputation et le statut, l'acquisition de compétences ou de connaissances. Il veut en même temps quand il a accès au service, que la compétence, pour qu'il soit autonome, lui soit délivrée. Il veut que le produit soit puissant et efficace. Il veut quand même de l'esthétique. Voilà. Il faut que le produit ait une certaine finesse, euh, aussi de la nouveauté et de l'aventure. Voilà, c'est beaucoup de besoins primaires qui sont là, que je ne vais pas tout citer, qu'il faut très rapidement analyser, comprendre concrètement où est-ce que je dois apporter cette nouveauté-là qui permettra au client d'avoir une expérience différenciante. Donc, si on passe sur la prochaine slide, on va passer quelques exemples de touches qui ont apporté de la rupture aujourd'hui dans certaines entreprises. Le site Amazon. Amazon, c'est un grand site de e-commerce, mais qui apporte aujourd'hui euh, de la flexibilité, qui apporte de l'instantanéité et de la diversité dans les choix. Donc, avec cet outil digital, qui est une application en ligne et une application mobile, tout utilisateur partout dans le monde peut avoir accès au service de Amazon, vous le connaissez. Si on part sur la prochaine slide, vous vous rappelez également des nouveautés qu'on pourrait avoir sur la téléprésence des médecins. Aujourd'hui, il y a plein d'expériences qui sont réalisées en Afrique et qui me permettent de faire en sorte que les médecins les plus intéressants, les plus doués, puissent être disponibles pour tout le monde. Pour ne pas qu'ils aient à se déplacer, prendre des vols, aller dans des zones reculées. Vous voyez, vous avez cet outil-là qui permet par visioconférence de pouvoir avoir accès directement à un patient à distance et de pouvoir bénéficier du service de ce médecin-là. Donc, ça, c'est quelque chose qui apporte aussi de la longévité, comme on l'a dit tout de suite, et de la santé dans des zones où on pouvait penser que les médecins les plus poussés ne pouvaient pas y arriver. Si on passe sur la prochaine slide, vous avez également les smartphones qui ne sont plus simplement des téléphones, mais qui embarquent un grand nombre de technologies sur lesquelles les entreprises peuvent capitaliser pour pouvoir apporter des services en plus. Dans les smartphones, vous avez de l'accéléromètre, gyroscope, pour pouvoir détecter l'orientation. Il y a un magnétomètre, il y a un baromètre, il y a un système d'identification de la proximité, il y a l'écran tactile, il y a la caméra d'avant, la caméra arrière, il y a un service GPS, il y a un service mobile aussi qui permet d'avoir accès à Internet, il y a le Bluetooth. Vous avez pas mal de services comme ça qui vous permettent de mettre à disposition différents services. Par exemple, si vous voulez connaître la position GPS de vos clients, vous avez tout dans le téléphone qui peut vous permettre de le faire. Si vous voulez avoir l'image de vos clients, vous n'avez pas besoin de leur dire, allez-y, imprimez 4 photos. Voilà, vous lui dites directement de prendre une photo à partir de son smartphone et vous avez un client qui est heureux. Il y a pas mal de choses comme ça qu'on s'est fait avec le téléphone et pour lesquelles, grâce à une application mobile, on sait réaliser beaucoup d'actions. Vous avez également des outils comme Google qui vous permet de pouvoir poser une question et avoir des éléments de réponse souhaités.
Si on passe sur la prochaine slide, c'est des exemples pour illustrer un peu tout ce qu'on dit aujourd'hui. Si vous voyez par exemple le bracelet de Disney qui permet tout de suite d'identifier le client quand il arrive dans un espace, de sorte à pouvoir lui apporter son expérience personnalisée. Parce qu'on peut se dire que tous les clients ne sont pas les mêmes, chaque client a ses préférences. Donc, à partir des informations qu'on a sur les clients, on sait les identifier tout de suite à partir d'une bonne et leur apporter une expérience différenciante. Prochaine slide. Vous avez également le site de Volkswagen qui apporte aussi une eau douce dans la manière de vendre ses véhicules. Chez Volkswagen, par exemple, quand vous voulez commander un véhicule, on vous demande de participer à la construction des éléments d'équipement qui vont constituer le véhicule. Donc, quand vous commandez, vous pouvez choisir la couleur, vous pouvez choisir le nombre de ports USB que vous voulez rajouter. Vous pouvez, voilà, il y a vraiment un outil de personnalisation et de montage qui vous permet vous-même de construire votre véhicule et, in fine, d'avoir quelque chose de plus euh, personnalisé et qui est propre à vous. Quand vous avez votre produit, vous le sentez unique et vous vous sentez unique vous-même et ça apporte quelque chose en plus. Si on part sur la prochaine slide, voilà, donc on a fait un peu le tour de ce qu'une entreprise doit faire aujourd'hui pour aller vers la transformation digitale. On s'est dit d'une part, il faut changer la philosophie de l'entreprise, il faut repenser les choses. D'autre part, il faut analyser les problèmes internes et voir où il faut apporter les outils qui vont permettre de transformer et améliorer une efficacité en interne. On a vu que pour des clients qui sont exigeants et qui souhaitent avoir de l'instantanéité dans la commande, on pourrait avoir un site de e-commerce ou dans la personnalisation, on pourrait avoir un site qui permet de pouvoir personnaliser les choix. Voilà, on a pas mal d'outils technologiques qui permettent de pouvoir réaliser certaines actions pour adresser les besoins primaires de nos différents clients. Et c'est ça qu'on appelle le digital. Donc, d'autre part, dans un troisième temps, ce qu'il faut reconnaître tout de suite, c'est que quand on parle de transformation digitale, on parle de changement, c'est-à-dire vous transformer. Et la transformation doit se faire en même temps avec une transformation interne des manières de penser. Donc, première chose, ce qu'il faut comprendre, il faut arriver à acculturer les employés et les clients. Il faut leur dire concrètement qu'on est en train de changer d'air, qu'on est en train de passer sur le digital et globalement, nos services traditionnels, on les fera plus. Aujourd'hui, je vais bien prendre le cas de la CIE qui est un service public que tout le monde connaît. Quand vous appelez le 179, voilà, on prend son temps pour vous répondre. Vous sentez qu'il y a un goulot d'étonnement. Mais quand vous passez par un chatbot ou par le web pour demander un service, le service est très instantané et très rapide. Donc, c'est des actions comme ça qui peuvent vous permettre d'acculturer les clients pour qu'ils puissent changer de manière aussi d'interagir avec votre entreprise. Il y a également l'agilité. Il faut apporter aussi de l'agilité dans la manière de penser. Quand on est en mode digital, vous voyez, on a analysé le process d'une entreprise, mais ça se fera pas une seule fois. Ça va se faire très couramment, de sorte à pouvoir avoir de l'agilité et de pouvoir pour reposer toujours les mêmes questions pour apporter quelque chose en plus. On parle également de management 3.0 qui doit encourager le droit à l'essai. On n'est pas toujours parfait, le client peut demander quelque chose. On pense qu'on a la solution avec un outil technologique, mais on peut se tromper. Donc, il faut toujours essayer, avoir les avis des clients, s'ajuster et continuellement améliorer la manière dont on délivre les services. Tout le volet collaboratif et organisationnel est également important. Comment on encourage les employés en interne à pouvoir identifier les vraies solutions qui vont adresser les problématiques, à pouvoir développer les usages collaboratifs pour être toujours en train de partager les idées, mettre ensemble les idées. C'est ça aussi la transformation interne qu'il faut faire pour pouvoir accompagner la transformation digitale.
Donc, voici globalement ce que j'ai voulu vous partager aujourd'hui. Cette approche systématique qu'on doit avoir de la transformation digitale pour avoir finalement vos clients qui utilisent les différents produits et services beaucoup plus efficacement et avec une expérience différenciante. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup Serge pour tes lumières sur la question. Donc, comme je le disais au départ aux différents participants, les questions, vous pouvez les laisser dans le chat. Donc, on va permettre aux deux présentateurs de terminer leur présentation et ensuite on va y répondre. Donc, sans plus tarder, je vais permettre aussi à Franck de nous introduire sur la question de la valorisation des données. Donc, Franck, tu as le flow. Non, merci. Merci, Joël, de m'avoir invité à cet échange. Je trouve toujours enrichissant, en fait, de discuter sur les sujets data et voilà, c'est vraiment passionnant. Alors, donc, ceci dit, une fois que on a eu à transformer notre organisation, notre entreprise, il faut maintenant penser à trouver des leviers de croissance pour pouvoir booster tout ce qui est business. Et la data vient au service de, de- de- des cas d'usage en fait qu'on peut avoir sur tout ce qui est rentabilité de l'entreprise et autres. Donc, étant donné que les données ont été captées via soit des capteurs UIT ou bien des sources de données ou en ligne ou des commentaires clients reçus des formulaires, toutes ces sources-là, il faut maintenant penser, est-ce qu'on ne peut pas utiliser ce patrimoine qu'on a, voilà, à l'aide de tout ce qui est big data et autres, est-ce qu'on ne peut pas utiliser ce patrimoine-là pour pouvoir valoriser la donnée et créer des leviers de croissance? Et au slide suivant, on voit que la big data ou bien la data en général peut être un levier de croissance. Donc, concrètement, c'est quoi cette nouvelle approche dont on attend parler dans plusieurs médias, la valorisation de la donnée ou en anglais data valuation? Donc, c'est de trouver un moyen d'attribuer des valeurs, une valeur financière à notre patrimoine de données. Donc, la donnée étant un élément intangible, on va se poser la question, combien peut nous coûter le patrimoine de données qu'on a? Comment est-ce qu'on peut utiliser ce patrimoine pour créer de la valeur? Et c'est dans ce sens-là qu'on se pose des questions sur tout ce qui est valorisation des données. Donc, la valorisation des données est devenue un pilier fondamental de tout ce qui est stratégie commerciale. Dans chaque département, on va chercher à se poser la question, est-ce que la donnée ne peut pas nous permettre de rentabiliser notre business? Donc, au slide suivant, alors, pour ce faire, il existe des approches et des méthodes qui sont beaucoup plus théorique parce que la donnée est un élément intangible. Donc, il faudrait avoir une approche vraiment structurée pour pouvoir tirer parti de ce patrimoine-là. Donc là, il existe plusieurs théories, plusieurs approches, voilà, mais j'ai tenu à ressortir ces trois grandes approches qui sont couramment utilisées dans les entreprises, dans les grandes entreprises. Donc, nous avons une approche basée sur tout ce qui est coût-valeur. Donc, on va se poser la question, est-ce que notre valeur, notre donnée qu'on a, comment est-ce on investit pour pouvoir la collecter? Comment est-ce qu'on investit pour pouvoir la stocker? Combien elle nous coûte en termes de risque au cas où on la perdrait? Et comment est-ce qu'on peut pouvoir la gérer tout au long de son cycle de vie, en fait? Et on va pouvoir faire ressortir des valeurs basées sur ces différents critères-là. Donc, c'est une méthode de calcul qui se base sur le coût de production, comme j'ai dit, sur la valeur équivalente des données en question elles-mêmes. Et ensuite, on a une autre approche qui est une approche basée sur la valeur de la donnée sur le marché. Donc, c'est l'une des approches également qui est populaire, mais qui est un peu plus abstraite parce qu'on doit comparer les datasets, la valeur des datasets qu'on a avec d'autres entreprises ou d'autres sources de données qui sont vendues
selon le secteur de l'entreprise où on se trouve. Donc, c'est une approche également qui est utilisée, les financiers la connaissent. Voilà. On essaie de faire un benchmarking, en fait, pour voir comment les utilisateurs de ces données sont prêts à combien ils sont prêts à payer dans les autres entreprises. Donc, on fait ce calcul-là et on essaie de voir si on se trouve dans la marge euh, de la vente de ces datasets dans notre secteur d'activité. Donc, c'est une approche assez un peu plus abstraite où on doit beaucoup s'investir pour pouvoir attribuer une valeur à notre dataset, à notre patrimoine de données. Et il y a une autre méthode aussi qui est l'approche coût-projet. Donc, cette méthode est l'une des méthodes les plus classiques, voilà, qui permet en fait de considérer les revenus générés par notre source de données. On se demande, OK, on a ce patrimoine de données, au cas où on souhaiterait investir sur ce patrimoine de données, combien est-ce que ça pourrait nous coûter? Et là, c'est basé essentiellement sur tout ce qui est monétisation de données. Donc, on peut avoir, par exemple, un patrimoine de données et on va essayer de proposer cette donnée-là à des clients. Par exemple, une entreprise qui réalise peut-être des émissions, voilà, qui a la capacité de capter les données des personnes qui participent aux différentes émissions, les noms, les prénoms, intervalle d'âge, et peut-être introduire des questionnaires, en fait, tout en considérant tout ce qui est réglementation de RGPD et autres réglementations selon le pays et les lois en vigueur. Donc, une fois qu'on éjecte ces questionnaires-là, ce sont des aspects assez stratégiques, en fait. On éjecte ces données-là et on est en mesure de proposer ces données à une autre entreprise. Donc, à la fin, vous voyez parfois qu'on vous demande vos consentements et autres pour vous envoyer soit des publicités ou des proposer d'autres services ou bien affilier, en fait, utiliser vos données dans d'autres cadres, euh, peut-être suite à certains partenariats. Voilà. On le voit souvent en Côte d'Ivoire, par exemple. Tu peux avoir souscrit à un certain service dans une société de téléphonie mobile où tu reçois des messages d'une autre entreprise, toutes ces choses-là. Derrière, il y a eu des partenariats de vente de ce patrimoine de données et ils ont essayé d'exploiter pour aller un peu plus loin, en fait. Mais ce cas d'usage-là, il est vraiment réglementé par la loi, par pas mal de cadres juridiques, notamment le RGPD, où l'utilisateur doit donner son consentement sur tout ce qui est utilisé derrière avec ces informations. Alors, pour mettre en place toutes ces approches-là dans la pratique, il faut adopter une certaine stratégie pour approcher le problème avec une vue holistique. Et c'est pour cela que dans ce slide-là, j'ai énuméré en fait quelques cas, quelques stratégies sur lesquelles on peut s'appuyer pour valoriser réellement notre patrimoine de données comme un actif financier. Alors, en interne, on peut avoir des cas basés sur l'efficacité opérationnelle. Donc, on va essayer de trouver des opportunités business basées sur la stratégie de l'entreprise en elle-même pour pouvoir faire ressortir des cas d'usage où la donnée peut nous aider comme un levier de croissance. Donc, on voit qu'il existe des cas où la donnée permet de réduire tout ce qui est coût d'opération en utilisant la donnée pour prendre des meilleures décisions, pour ne pas juste se baser sur l'intuition et le ressentiment ou l'émotion personnelle. Donc, il est aussi possible d'utiliser la donnée pour mettre la donnée à disposition de d'autres départements. Voilà, on peut avoir ce cas d'usage dans les centres de services. Donc, les données, soit des données des centres d'appel même qui sont utilisées pour permettre à d'autres départements d'affiner le business. Et également, on peut utiliser la donnée pour la gestion de tout ce qui est stock, personnalisation de l'expérience client, tout ce qui est cas d'usage marketing pour pouvoir affiner en fait les différents produits qu'on met à disposition de nos clients. Une autre stratégie, c'est d'utiliser la donnée dans le cadre
comme un service, donc Data as a Service, qui est une approche aussi intéressante. Donc là, on essaie de mettre à disposition un dataset ou un patrimoine de données basé sur notamment le cloud, en supposant qu'on a eu à mettre en place dans la transfo digitale tout ce qui est infrastructure qui va avec. Donc là, on met à disposition des API pour pouvoir consommer nos données, pour pouvoir permettre de faire peut-être des tests, permettre d'utiliser tout ce qui est open data. Voilà, c'est une notion aussi. On n'aura pas l'occasion de vraiment développer cette partie, mais il y a cette partie aussi qui est très intéressante. Et ça va avec la vente des datasets également. Donc là, on peut introduire une notion qui est aussi du data licensing. Donc, on met à la disposition des utilisateurs des licences. Ça peut être des forfaits basés sur l'utilisation qu'on en fait, un peu comme le cloud, les services du cloud AWS et autres Azure le font, où on met des licences annuelles, voilà, où l'utilisateur a accès à tout le patrimoine basé sur une licence annuelle. Et une autre approche intéressante aussi qui vient donner un coup de pouce à tout ce qui est innovation, qui est data driven product. Donc, on va avoir une approche plus intéressante en se basant sur la donnée pour créer tout ce qui est innovation. Donc, c'est de l'innovation guidée par la donnée. On va repenser les services qui n'existent pas et qui sont demandés par les utilisateurs parce qu'on a peut-être dans un aéroport, on a plusieurs clients qui commandent peut-être à une certaine heure un certain type de produit qu'on n'a pas. Et ce cas a été par exemple, l'exemple à Kenya Airways, donc c'est une compagnie aérienne kenyane, où un utilisateur voulait en fait euh, transiter avec des objets précieux. Donc là, ce n'était pas en fait les services qu'ils proposaient, mais ils ont accueilli le client, ils lui ont posé pas mal de questions et le directeur de l'innovation a récolté les questionnaires, basé sur les questionnaires. Et s'il y a peut-être dans une certaine période plusieurs demandes de la sorte, ils vont proposer maintenant un service basé sur les données qu'ils ont recueillies. Ils vont voir la tarification qui va avec, la personnalisation qui va avec, la sécurité qui va avec, etc. Et ça fera partie de leur offre de service. Et ça peut s'appliquer dans pas mal de domaines. Et il y a également la partie Analytic Enabler Pass. Donc ça, ce sont des plateformes en fait, qu'on va utiliser pour pouvoir mettre des algos très puissants derrière pour générer des modèles. Et généralement, les data scientists sont passionnés par ces choses-là pour pouvoir tirer des insights qui permettent de gérer tout ce qui est connaissance client. Tu vois ici, qui permet en fait de personnaliser pas mal de services également. Et un autre détail qui est plus intéressant aussi dans la stratégie de la valorisation de la donnée, c'est l'agilité concurrentielle. Aujourd'hui, on est dans un cadre de transformation globale avec tout ce qui est chat GPT, IA générative et pas mal de choses dans ce sens-là. Il faudrait que les entreprises arrivent à s'adapter très rapidement avec les réglementations qui vont avec également. Donc, la data va permettre de se différencier. Les entreprises qui pourront mieux se positionner sont celles qui vont intégrer dans leur stratégie tout ce qui est cas d'usage de la data, de l'IA, de l'intelligence artificielle générative. Et plus ils auront la facilité à s'adapter, plus ils auront un positionnement encore plus stratégique. Et on sait combien de fois il y a des grosses entreprises qui n'ont pas accepté d'embarquer ce genre de changement tel que Nokia, qui n'est plus vraiment à son positionnement où il était. Et voilà, il y a pas mal de cas comme ça. Donc là, c'est vraiment quelques stratégies de valorisation et de monétisation de la donnée. Il en existe plusieurs, mais voilà, on va essayer de tourner toujours autour de ces principales-là. Alors, dans le slide suivant, c'est plutôt l'implémentation et les bonnes pratiques pour pouvoir valoriser ces données. Je vais aller un peu plus rapidement. Alors, donc, d'abord, il faut avoir la bonne vision, donc le mindset qui va avec et générer tout ce qui est acculturation autour de la donnée. Donc, ça va aller avec la formation, ça va aller avec la conduite du changement, etc. Et
la vision qu'on va conduire va être une vision qui découle de la stratégie de l'entreprise pour ne pas faire fausse route. Donc, ça va avec une culture qui est adaptée à cela. Il faut également connaître son patrimoine. Qu'est-ce qu'on veut valoriser et où on veut en venir? Est-ce qu'on cherche à gagner plus de clients? On va se focaliser sur des use cases en fait qui permettent de générer des clients et de diminuer le taux de churn pour les banques, par exemple, les taux d'attrition. Donc, on va se focaliser sur ce genre de use case. Et voilà. Donc, par exemple, pour explorer les cas d'utilisation des données, il existe des méthodes vraiment intéressantes qui permettent de commencer par des use cases qui génèrent le plus de ROI pour ne pas aller euh, dépenser dans des études de recherche et développement. Donc, il y a ces priorisations-là. Et si vous êtes intéressé par ce sujet-là, aller plus en profondeur, le cabinet Métrique et Décision est capable de vous fournir de très belles formations pour pouvoir déterminer le ROI de l'investissement qu'on fait dans nos use cases et comment les prioriser, par quoi commencer, etc. Donc, tout ça est basé sur l'infrastructure adéquate. Donc, on doit se demander, est-ce que les use cases qu'on veut mettre en place, est-ce qu'on a les infrastructures qui vont avec? Est-ce qu'on est capable de les maintenir? Quel est le taux de compétences qu'on a? Est-ce qu'on veut des compétences externes ou pas? Est-ce qu'on veut un MDM ou un DMP? Voilà, ce sont des outils. En fait, est-ce que ces choses-là pourront nous aider à réaliser les use cases qu'on veut mettre en place? En fait, quand il faut commencer par des cas en fait, qui permettent de rapidement créer de la valeur ajoutée. Donc, commencer par un POC ou un proof of value rapidement pour pouvoir avoir les retours en fait, des utilisateurs, convaincre aussi le top management parce que c'est intéressant. Généralement, ce sont des projets qui demandent beaucoup d'investissement. Donc, il n'y a pas de temps à perdre sur les études qui ne finissent pas. Il faut rapidement convaincre la hiérarchie. Voilà. Donc, le slide suivant. Voilà, donc là, c'est des success stories qui sont pas des grosses boîtes que nous connaissons tous. Hein. Netflix qui aujourd'hui fait de la recommandation assez ciblée, basée sur nos cas, l'utilisation que nous faisions de des émissions que nous regardons. On a également Amazon qui a basé son succès, comme l'autre le disait tout à l'heure, Serge le disait, qui a basé son succès sur des domaines de commerce électronique qui sont vraiment assez ciblés, assez personnalisés, et chaque jour, il s'améliore en fait. On a Airbnb aussi qui a transformé le secteur de l'hôtellerie en se basant sur tout ce qui est analyse de données pour évaluer la stratégie de tarification qu'ils font à leurs clients. Et au slide suivant, vous allez voir qu'il existe une autre approche beaucoup plus moderne de la transformation digitale, qui est la transformation digitale guidée par les données. En fait, dès le départ, on va se dire, OK, nous voulons devenir data-driven, c'est-à-dire nous voulons être une entreprise guidée par les données. Comment est-ce qu'on peut repenser cette approche de la transformation digitale qui est différente de celle qu'on le faisait traditionnellement? Donc, dès le départ, on va déjà poser les leviers les enablers en fait de la transformation digitale. Et c'est là qu'on verra la gouvernance de données, on verra l'acculturation, on verra tout ce qui est gestion de référentiel, tout ce qui est euh, euh, architecture de données moderne, tout ce qui est modern data stack. Voilà, c'est vraiment de la technologie. Donc, dès le départ, on se dit, OK, on veut maximiser sur les use cases de la donnée. Donc, on va dans dans ce sens et on fait découler notre stratégie data. Là, on parlera maintenant de data stratégie, notre stratégie data, de la stratégie de l'entreprise. Travailler toute les enablers de la data stratégie et faire ressortir de la valeur business pour l'entreprise. Tout ça guidé par la conduite du changement. Donc, c'est une approche très intéressante aussi. Au slide suivant. Alors, au slide suivant, on voit les facteurs clés du succès de cette approche-là. Il faut avoir l'infrastructure qui va avec. Il faut déjà bien peaufiner sa stratégie de data qui nécessite les compétences adéquates voilà, pour pouvoir guider cette transformation.
À la fin, on a des insights qui permettent de booster l'entreprise et il faut accompagner cela de formation, il faut accompagner cela de mindset, comme je le disais également. Et on voit qu'en fin de compte, les piliers de la transformation digitale sont axés sur les données. Quand on va dans cette approche-là, on réfléchit données, valeur ajoutée, données, valeur ajoutée. Donc, je pense que les slides sont bons pour moi. J'ai essayé d'aborder un peu tous les points. Donc, je reste dispo pour les questions, Joël. D'accord. Merci beaucoup, Franck, pour ta présentation. Donc, on retient que avec Sage, il était question des enjeux de la transformation digitale et la transformation digitale se manifeste par une rupture au niveau des entreprises. Donc, il y a un changement qui est tel que les entreprises vont changer leur façon d'offrir leurs services et pour pouvoir arriver à une transformation digitale, il y a des requirements. D'abord, il faut pouvoir repenser la philosophie et l'identité de l'entreprise. Ensuite, repenser l'expérience client, parce que le client doit être au centre de la prise de décision. Ensuite, il faut prendre en compte les besoins des différents clients et aussi faire la conduite du changement, parce qu'à un moment donné, il faudrait que toutes les personnes au sein des entreprises puissent aussi suivre le mouvement pour que la transformation digitale puisse réussir. Avec euh, Franck, il était question de la valorisation des données. Donc, la valorisation, il ressort de sa présentation que elle peut être appréciée selon deux approches. Donc, l'entreprise peut valoriser les données pour elle-même, c'est-à-dire qu'elle utilise ces données pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir s'adapter à l'environnement du marché, être compétitive, ainsi de suite. Mais elle peut aussi valoriser les données, c'est-à-dire les monétiser pour pouvoir aussi tirer un grand profit de ces données-là. Et pour pouvoir implémenter une telle stratégie, cela y va depuis la vision, définir une vision claire, aussi prendre en compte son patrimoine de données, c'est très important. C'est important de savoir ce qu'on a comme data et aussi explorer un ensemble de use cases sur lesquels on peut se baser, à quoi vont servir ces données-là et aussi tenir compte de l'infrastructure qu'on va mettre en place pour pouvoir manipuler, gérer ces données. Et aussi, en définitive, Serge a fait la lucarne sur la euh, data-driven transformation, qui est une approche un peu plus nouvelle qui permet aux entreprises, depuis le début de leur transformation digitale, d'inclure en fait la data. Donc, c'est-à-dire que la transformation digitale sera vraiment axée sur la data et c'est-à-dire qu'on quitte l'approche traditionnelle qui était de se digitaliser et après la digitalisation, de penser à comment valoriser les données. Mais maintenant, depuis le début, les entreprises vont inclure la data dans leur approche et leur stratégie de transformation digitale. Donc, merci encore à Franck et à Serge pour votre présentation. Donc, on passe à la troisième étape de notre webinaire, la phase questions-réponses. Donc, pour les questions, les participants peuvent tout simplement lever la main ou laisser les questions dans le chat afin de permettre à nos panélistes d'y répondre. Donc, je retourne dans le chat. OK. Déjà, on a une première question. Donc, la question, c'est une question, je crois, de définition. Donc, la question de savoir c'est quoi un use case? Donc, je crois qu'elle est adressée à Franck. Euh, je reprends alors. Alors, un use case, en fait, c'est un cas d'utilisation. C'est en anglais le terme use case, voilà, dans le domaine, on entendra. Donc, c'est juste un cas d'utilisation. Donc, ça peut être utiliser la donnée pour accroître la clientèle. Donc, on veut se baser sur nos données pour acquérir de nouveaux clients. Donc, on va penser à des
des cas d'utilisation métiers qui nous permettent d'utiliser la donnée pour accroître l'effectif de nos clients, l'acquisition de nos clients. Ça peut être un use case. Donc, un cas d'utilisation. Ok, merci, Franck. C'est bon? OK. D'accord. Donc, le chat est toujours ouvert. Vous pouvez laisser vos questions. Sinon, levez la main si vous souhaitez directement parler. Ok, je crois qu'il y a Monsieur Bamba qui souhaite poser une question un instant. Euh, Monsieur Bamba, je crois que vous pouvez poser votre question, allez-y. Vous êtes en mute actuellement. Monsieur Bamba, vous pouvez activer votre micro. Ok, en attendant que Monsieur Bamba ne pose sa question, on va prendre les autres questions. Il y a la question de Yele qui est de savoir, concernant la valorisation des données, pourrait-on avoir des exemples de use cases qui fournissent des bons ROI? Non, c'est une belle question. Alors, tout de suite, pour vous répondre, Yeli, les use cases qui fournissent des bons ROI sont des use cases qui permettent de tout de suite avoir la valeur ajoutée dans le contexte de l'entreprise. Donc, je prends par exemple des use cases des cas d'utilisation de la donnée dans le cadre de la réglementation. Donc, se baser sur tout ce qui est patrimoine pour pouvoir affiner notre stratégie RSE, notre stratégie, je dirais, d'investissement, parce que aujourd'hui, on parle euh, de, de la RSE, de RSE analytique. Voilà, c'est du reporting basé sur tout ce qui est RSE. Lorsqu'on est capable de faire un bon reporting RSE, on a là tout de suite les investisseurs qui sont attirés. Donc ça, c'est des cas d'usage très intéressants. On a aussi la possibilité d'échapper à des sanctions réglementaires. Et ça aussi, tout de suite, quand on voit la capacité à ne pas payer une certaine amende, c'est une valeur ajoutée pour l'entreprise. On a la capacité aussi de partir sur des ROI carrément qui permettent d'élever le niveau de l'EBITDA. L'EBITDA qui est une notion financière. Je pense que la formation dont Métrique et Décision est capable de vous donner permettra d'aller en profondeur sur les use cases qui permettent de réellement avoir de la valeur ajoutée. Parce qu'il y a des use cases qui sont plus pour la recherche et développement, qui sont beaucoup plus lents à démontrer de la valeur. Et il y a les use cases qui sont tout ce qui est infrastructure data, le temps du personnel, l'optimisation de notre infrastructure, les use cases RH qui sont aussi intéressants, qui demandent plus de ROI. D'accord. Merci, merci Franck pour ta réponse. Je crois que Monsieur Bamba a son micro maintenant ouvert. Allez-y. Alors, bon, j'avais commencé à écrire déjà dans le chat. Je disais que j'ai beaucoup apprécié la présentation et je remercie l'ensemble des panélistes ou intervenants. Ça a été vraiment très instructif pour moi. J'ai pu voir que vous êtes appesanti beaucoup plus sur la valorisation de la donnée. Mais en prérequis, on n'a pas senti déjà le point sur l'existence même de la donnée, sa collecte et la qualité de l'enregistrement. Alors que pour valoriser, il faut qu'on ait de la donnée de qualité. C'est vrai qu'on a des outils aujourd'hui qui permettent quand même d'estimer de la valeur, mais c'est encore plus important que la donnée soit enregistrée et qu'elle soit enregistrée en tout cas en qualité. Sinon, on peut bien avoir une base bien remplie, mais c'est tellement structuré de sorte d'une certaine façon où on ne peut pas forcément donner du sens. Donc, je n'ai pas vu parmi les prérequis et aussi, en tout cas, dans la stratégie donc, de donner ce volet de collecte et de qualité.
alors que pour moi, ça devait être des éléments quand même très importants. Est-ce qu'à votre niveau, ce webinaire est plus sur la valorisation ou est-ce que dans votre présentation, il y a des éléments qui ont pu m'échapper à ce sujet? Je voudrais aussi terminer en... Allez-y. Oui, allez-y, vous pouvez continuer. En vous disant merci, encouragez le frère Joël. Merci beaucoup. Il a été coupé. D'accord. Donc, sa question était de savoir si le contenu de nos webinaires prenait en compte l'aspect collecte, enregistrement des données. Donc, je vais essayer de répondre et puis après, les présentateurs aussi, s'ils le veulent, vont répondre. Donc, là, le webinaire était plus focalisé sur l'aspect valorisation, donc c'est-à-dire une entreprise qui a voulu s'inscrire dans la transformation digitale et à travers cette transformation, elle a réussi à collecter de la data. Donc, comme je le disais au départ, pour y arriver, il faut mettre en place des infrastructures qui permettent de stocker et de gérer ces données-là. Donc, je crois que aussi, Franck a eu à mentionner ces éléments-là. Donc, les sujets portant sur les infrastructures. Donc, pour pouvoir vraiment avoir des données à valoriser, il faut mettre en place des infrastructures qui vont les stocker. Voilà. Mais l'aspect collecte et stockage n'a pas été vraiment l'objet de ce webinaire. Donc, je vais laisser la parole peut-être à Franck s'il veut apporter plus de contenu sur la question. Oui, tout à fait. En fait, c'est un sujet qui est assez vaste. Donc, on a décidé de cibler la question de la manière dont Joël l'a expliqué. Sinon, effectivement, on ne peut pas parler de valorisation si on n'a pas de données de qualité. On connaît tous la règle d'or garbage in, garbage out, c'est-à-dire plus on reçoit Ici. des données de mauvaise qualité, plus ce qui sort n'a pas de sens. Donc, je suis d'accord avec cette approche, mais peut-être ça fera l'objet d'un prochain webinaire, peut-être. Voilà. Donc, merci pour ta D'accord. contribution. D'accord. Il y a une autre question de Delidro qui est de savoir où trouver des données ouvertes sur la Côte d'Ivoire parce que le portail Open Data du gouvernement est un peu pauvre. Bon, je, je crois que la question n'est pas directement liée à notre sujet, mais généralement, les données nationales des différents pays se trouvent en grande partie sur les sites des institutions. Donc, il y a des sites du FMI, de la Banque mondiale qui permettent de collecter certaines données. Il y a aussi les instituts nationaux de statistique. Donc, si vous partez sur le site de l'INS, je crois que vous aurez un certain nombre d'informations, de données sur la Côte d'Ivoire. Donc, je crois qu'il y a des mains aussi qui sont levées. Rapidement, je vois Lionel Cadio qui a la main levée. Donc, Monsieur Cadio, vous avez la parole. Vous pouvez activer votre micro et poser votre question. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Zongo, pour cet événement. Merci aux présentateurs. C'est vrai que j'ai pris les présentations en cours, mais j'ai été déjà satisfait pour ce que j'ai pu voir. Cependant, j'ai deux questions. C'est vrai que on a senti les éléments positifs de la transformation digitale qui permet de valoriser les données et tout, mais j'aimerais en fait entendre les intervenants sur les volets négatifs. Voilà. Certaines externalités négatives qui peuvent se dégager en valorisant les données. Donc, je prends par exemple l'exemple du cadre réglementaire. Je pense qu'il y a l'un des présentateurs qui a indiqué en fait que les données pouvaient être utilisées pour développer les relations clients avec, au sein de l'entreprise ou encore d'autres choses avec peut-être d'autres entreprises. Et parfois, en fait, en tant que client, on peut avoir l'impression d'avoir, je dirais, une vie privée ou une intimité qui est un peu violée parce que
on peut recevoir des messages de certaines entreprises à qui on n'a pas préalablement communiqué nos données et on a l'impression en fait que c'est parce qu'on a peut-être une relation avec une entreprise donnée qui a nos contacts, qui a nos informations. Donc, dans ce cadre-là, est-ce qu'il y a des leviers sur lesquels le consommateur, le client peut jouer pour pouvoir essayer de corriger un peu le tir? Est-ce que la réglementation en vigueur même dans le secteur permet déjà d'avoir un certain recours pour corriger ce fait-là? Le deuxième point, j'ai vu et j'ai beaucoup apprécié l'image en fait je crois que c'était la télémédecine où on a le médecin qui était à l'extérieur, qui pouvait intervenir, je pense, pour traiter des cas, peut-être des cas plus compliqués. Après, aujourd'hui, avec la donnée, avec Internet, on a vu récemment qu'il y avait la coupure d'Internet qui avait occasionné un blocage au niveau du système, notamment de tout le système, notamment le système sanitaire. Dans ce genre de cas, est-ce qu'avec la donnée, on peut contourner ce genre de situation et puis trouver d'autres palliatifs un peu plus intéressants? Merci beaucoup. Ok, merci à vous, Monsieur Casio. Donc, je crois que les questions sont ciblées, hein. Les premiers éléments de questions, je ne sais pas si Franck, Serge, si tu es là. Oui, je suis là. D'accord. Alors, j'ai compris le point par rapport à l'accès aux sources de données qui pouvaient être compromis par rapport à une crise liée à l'accès à Internet qui pouvait arriver. C'est ça le point, hein, si j'ai bien compris. Donc, je pense que tout est une question d'infrastructure. Quand on met en place un système de stockage de données, il faut que ce système-là soit sécurisé. Faut qu'il y ait une diversification des zones de stockage, on va dire comme ça. Internet, c'est là où on trouve pas mal de cloud, de solutions cloud, Amazon, vous allez trouver Google, les grandes solutions de cloud. Mais faut voir en fonction du risque pays en matière d'accès à Internet. Si vous pensez que l'accès aux données externes peut être compromis, dans ce cas-là, il faut penser à un stockage local. Donc, avoir une copie de ces sources de données. Maintenant, il peut s'agir de données internationales mises à disposition par des structures connues, un peu comme Google, qui met en place des données de satellites, comme Google, des solutions de ce type-là. Des choses qu'on ne pourrait pas stocker. Là, on ne pourrait pas faire grand-chose. Si c'est des données de ce type de cartographie un peu complexe à stocker, on ne pourra pas faire grand-chose. Mais s'il s'agit de données qu'il est possible de stocker en local avec moins de coûts, effectivement, il faut penser à une sécurisation de ce type-là. Mais la coupure Internet, pour vous garantir, c'est pas quelque chose de très fréquent. Je ne pense pas qu'il faille investir dans ce type de dispositif-là pour des coupures qui sont assez rares comme ça. Je ne me rappelle pas de la dernière fois où il y a eu une coupure Internet comme ça, mais je pense que ça date de 2017, dû à un central de Côte d'Ivoire Télécom qui avait pris feu. De 2017 jusqu'à maintenant, ça fait un peu plus de 7 ans. Pour moi, faut pas investir forcément pour couvrir ce type de risque-là. D'accord. Merci beaucoup, Serge. Donc, je crois qu'il avait aussi émis une question qui était de savoir est-ce qu'il existe des aspects négatifs de la valorisation des données. Ok, Je crois bien que je c'était vais ça. essayer de répondre D'accord. à cette partie. Oui, il existe des aspects, je dirais, c'est plutôt des challenges pour les entreprises. Et c'est justement pour cela qu'il existe des réglementations aujourd'hui telles que le RGPD, donc Réglementation générale sur la protection des données. Et là, c'est un domaine de la data qu'on appelle la data privacy. On va essayer de gérer tout ce qui est vie privée des clients, vie privée des abonnés, vie privée des utilisateurs, etc. Donc, l'utilisateur a droit à un ensemble de droits. Enfin,
Désolé pour la répétition, mais en fait, ils n'ont pas parfois information de ces droits-là qu'ils peuvent, sur lesquels ils peuvent s'appuyer auprès de leur fournisseur ou de services ou autres. Donc, le client a droit à l'information. Il doit savoir de façon transparente, par exemple, un contrat de service, il doit pouvoir voir toutes les clauses accepter ou ne pas accepter. Et c'est justement pour cela que l'utilisation des cookies récemment a été interdite d'une certaine manière parce qu'on doit pouvoir informer le client ou l'utilisateur de façon transparente de ce dans quoi il est en train de s'engager. Il doit avoir le droit de refuser ou d'accepter. Donc, le client a également le droit d'accès à ces informations. Donc, vous avez le droit d'obtenir une confirmation que vos données sont ou ne sont pas traitées. Et ça, c'est des droits que tu peux exiger. Tu as le droit également à la rectification. Si une donnée n'est pas correcte, tu peux rectifier ça auprès de ton fournisseur de services, voilà, pour pouvoir retirer ou retirer ton consentement ou autre. Pareil pour le droit à l'effacement ou à tout ce qui est portabilité. Tu peux décider que tes données ne seront plus chez un fournisseur, qu'il supprime cela. Tout ça basé sur un ensemble de réglementations. Il y a des aspects vraiment juridiques de cette partie de data privacy là, et c'est l'objet carrément d'une discipline. Dans certaines entreprises assez modernes, on trouve des DPO, Data Protection Officer, qui sont vraiment, ils ont une formation juridique pour traiter ces questions-là. Et c'est quelque chose qui n'est pas laissé à la volée. Il y a des organismes tels que le CNIL aujourd'hui qui traquent les entreprises. Voilà, ils atterrissent comme des policiers, enfin, pas entre eux, mais voilà, ils fliquent en fait des entreprises pour pouvoir sanctionner certaines entreprises. En Côte d'Ivoire, il y a eu des sanctions que la TCI a prises contre certaines entreprises, certaines banques qui n'étaient pas conformes, voilà, qui faisaient du business, mais il y avait pas mal de données clients qui étaient mal gérées. Voilà, donc je ne vais pas aller dans plus de détails, mais il existe aujourd'hui des réglementations pour protéger le client. Joël, tu es en mute si tu es en train de parler. Ah oui, désolé, j'étais en mute. Oui, je disais que il y a une question de Désiré Coulibaly, qui est de savoir si on peut dire que les réglementations comme le RGPD et les autres constituent un frein pour l'innovation et la transformation digitale basée sur la data. OK, je vais apporter un élément de réponse, voilà. Mais il peut y avoir plusieurs autres approches. En fait, là, comme je le disais, la RGPD est également pas vraiment un frein parce qu'il vient pour poser des cadres en fait d'utilisation. Parce qu'on peut avoir une entreprise qui voudrait utiliser, avoir des cas d'usage assez drastiques pour l'utilisateur. Vendre des données à l'utilisateur, pourtant il n'a pas voulu, ou bien on a par exemple connu, je crois que c'était aux États-Unis, un cas comme ça où une dame était enceinte et tous les produits qu'elle utilisait, ils étaient des produits, des objets connectés, tout ça. Et les parents de cette fille ont appris qu'elle est enceinte sans que la fille annonce à ses parents. Donc, tout de suite, dans le cercle familial, il y a eu mauvaise gestion de cette information parce que la vie privée de la dame n'a pas été respectée. Et là, ce sont des services que l'entreprise en question proposait. Par contre, ça va contre la vie privée. Donc, cette innovation, ce service qui est considéré comme une innovation, là, a raté la prescription de la data privacy. Et là, c'est une sanction qui est tout de suite posée. Donc, c'est un frein, mais c'est en même temps bien pour nous, les utilisateurs. Ça cadre un peu les choses. Et du coup, ça leur permet de réduire l'innovation parce que, comme on le dit, une innovation qui n'est pas maîtrisée on va dans tous les sens. C'est pareil pour l'IA avec l'IA Act, où on essaye de repenser, oui, c'est vrai qu'on veut innover, mais dans quel cadre on veut le faire? Ce n'est pas tout ce qui est faisable qu'on va le faire pour ne pas détruire notre planète. Donc, c'est ce que je voulais ajouter.
OK. Donc, je crois on a écoulé l'ensemble des questions qui ont été soumises. Donc, je tiens encore à remercier nos présentateurs, Serge Eba et Franck Tia. Merci pour la qualité de votre présentation. À nos participants aussi, merci. Merci de nous avoir accordé votre temps. Merci pour vos questions. Et les éléments de contenu en termes de ressources et puis les réponses aux différentes questions vous seront partagés aussi. Bon après-midi à vous. Merci beaucoup.